Donc par rapport à ce qu'on a dit précédemment, eh bien si les quantités de travail n'augmentent pas, il n'est pas intéressant d'augmenter le stock de capital, c'est-à-dire d'investir. Au même titre que si le stock de capital, s'il n'y a pas d'investissement, il n'est pas, il n'est pas forcément très productif que les quantités de travail augmentent. Donc ça nous amène à introduire, et ce n'est qu'une introduction, on fera des vidéos plus détaillées ou plus techniques sur les différentes théories, mais ça nous amène à introduire le modèle de Solow, le modèle de Robert Solow, qui nous explique comment on peut concevoir la croissance du produit national, croissance qui, pour un certain nombre de raisons, est en fait une croissance équilibrée. Donc le modèle de Solow, en fait, c'est un modèle de croissance équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous passe les détails sur l'origine du modèle de Solow, qui est une réponse théorique à un certain nombre de théoriciens de la croissance qui étaient plutôt keynésiens et qui voyaient en fait dans la croissance économique quelque chose de profondément déséquilibré. C'est-à-dire que, naturellement, la croissance économique dans leur théorie, c'était Harrod et Domar en l'occurrence, dans ces théories, la croissance économique tendait vers un déséquilibre où on avait soit une récession qui s'accumulait, soit des phases d'expansion qui s'accumulaient. La croissance n'était pas équilibrée au sens où on ne pouvait pas finalement observer une tendance longue dans laquelle on avait un taux de croissance du produit potentiel relativement stable. Donc le modèle de Solow, d'une certaine manière, essaie de proposer une explication à la croissance équilibrée. Ce que le modèle essaie de nous expliquer, c'est pourquoi est-ce que finalement l'économie et les marchés, c'est pour ça qu'on l'appelle le modèle néoclassique de croissance, hein, c'est le modèle de base en fait, parce que il est fondé en fait sur un ajustement de marché. Pourquoi est-ce que le marché et le rôle des prix mènent en fait un pays à une croissance, à un taux de croissance qui sera un taux de croissance équilibré relativement constant. Et cet équilibre, en fait, il implique en fait que le taux de croissance du travail, delta L sur L, le taux de croissance donc des quantités de travail en pourcentage, sera égal en fait au taux de croissance du stock de capital, qui sera en fait égal en première analyse, hein, dans un premier temps, au taux de croissance du produit potentiel. Ça va être ça, la croissance équilibrée. C'est-à-dire, Solow va nous expliquer qu'en fait, l'économie tend progressivement à un taux de croissance du revenu potentiel qui va être exactement identique au taux de croissance du stock de capital, lequel croît de manière identique au même taux que les quantités de travail dans une économie. Donc voilà, on a une certaine notion de l'équilibre entre ces différentes variables. Et ce taux-là de croissance, c'est un taux qu'il appelle le taux naturel. Alors je ne sais pas si c'est lui ou si c'est ceux qui ont interprété ou écrit cette théorie dans les manuels, mais peu importe, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous trouverez sous la dénomination de taux naturel. Si vous regardez en fait ce taux naturel, il est assez simple. Si le modèle conclut à une croissance équilibrée dans lequel en fait le taux de croissance de l'économie ici, du PIB potentiel, est exactement égal au taux de croissance du capital qui lui-même est égal au taux de croissance des quantités de travail, alors ce taux naturel, c'est aussi celui des quantités de travail. Et quel est le taux de croissance des quantités de travail? Comment est-ce qu'on peut essayer de se représenter simplement à quelle vitesse augmente la force de travail dans un pays? Eh bien tout simplement, c'est le taux de croissance démographique. On peut l'approximer par le taux de croissance démographique. Alors, pour démontrer ce résultat, on va pas le faire mathématiquement, on le fera dans d'autres vidéos. Mais par contre, on va être obligé d'introduire une nouvelle variable. Et cette nouvelle variable, c'est ce qu'on appelle le stock de capital par tête, petit k, qui est tout simplement la division entre le stock de capital et les quantités de travail. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça nous permet, ce stock de capital par tête, ça nous permet de parler à la fois du capital et du travail d'une certaine manière en une seule variable. De plus, quand on fait des comparaisons internationales, il faut toujours, ou en tout cas il est plus pertinent de raisonner par tête, parce que si vous dites par exemple que le produit, mettons le produit national des USA, est supérieur au produit national de la France, c'est évident. C'est évident parce que les États-Unis sont aux alentours de 300 millions. En France, on est aux alentours de 60 millions. On tend vers 65, 66, je sais plus, bon, bref. Mais en tout cas, vous voyez un ordre de grandeur de 5. En gros, les États-Unis sont 5 fois plus peuplés que nous. Donc, pour faire des vraies comparaisons sur la richesse du pays, en tout cas pour introduire une comparaison sur la richesse du pays, on peut parler de richesse par tête. Et on rapporte donc ce PIB des USA à la population ou en tout cas à la force de travail et on ferait la même chose pour la France, on rapporterait ça à la population ou à la force de travail et ça nous permettrait d'avoir un indicateur qu'on peut comparer puisque là on aurait donc le produit par tête. Ce produit par tête, il se note petit y
et donc il divise, comme je l'ai dit, le produit divisé par la force de travail ou le nombre d'individus. C'est pas très grave de parler du produit par tête en confondant ou en mélangeant, en ne faisant pas de distinction entre en fait les individus qui sont embauchés, elles, et puis le nombre d'individus qui peuplent un pays. Tout le monde ne travaille pas. Pourquoi ce n'est pas très grave? Parce que après, si on s'intéresse au taux de croissance du produit par tête ou au taux de croissance du capital par tête, eh bien le taux de croissance ici, ça va impliquer le taux de croissance du travail. Et le taux de croissance du travail, il dépend de la croissance démographique. Donc, en taux de croissance, on n'a pas trop de différence entre la force de travail et la population. Bien. Alors maintenant qu'on a introduit ces deux notions, le capital par tête, le stock de capital par tête et le produit national, essayons de voir comment est-ce qu'on pourrait expliquer que la croissance d'un pays soit une croissance équilibrée dans laquelle la croissance du stock de capital soit égale à la croissance des quantités de travail. Partons d'un point de départ où le stock de capital par tête est faible. Donc si le stock de capital par tête est faible, ça veut dire que le pays, d'une certaine manière, est peu doté en capital par rapport à la force de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le stock de capital par tête est faible, la rentabilité du capital est forte. Parce que la productivité du capital est forte. Si on a peu de capital par rapport au travail, ça veut dire que si j'augmente mes travailleurs alors qu'il y a peu de capital, le travailleur en plus, marginal, apporte pas beaucoup à la production, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les rendements factoriels sont décroissants. Par contre, si j'augmente une unité supplémentaire de capital, comme il n'y en a pas beaucoup par rapport au travail, alors là, sa rentabilité est forte, sa productivité va être forte. Donc si sa productivité va être forte, on peut en conclure que le taux de croissance du capital sera supérieur au taux de croissance du travail. Le capital est relativement plus rare que le travail, donc il est plus productif que le travail relativement et donc il est mieux rémunéré puisque la productivité marginale, je vous rappelle, est égale. Je vous rappelle que la productivité marginale est égale, puisque c'est le bénéfice marginal, est égal au coût marginal, c'est-à-dire au taux de rémunération. Donc, le stock de capital par tête étant faible, le capital a tendance à être plus rentable que le travail parce qu'il est plus productif. Donc, le taux de croissance du capital va être supérieur au taux de croissance de la force de travail parce que les individus vont se mettre à investir et accumuler du capital qui est plus rentable que d'accumuler du travail, qui est plus productif. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que le capital par tête augmente. Puisque le capital augmente plus vite que le travail, le ratio entre capital et travail augmente, puisque le numérateur augmente plus vite que le dénominateur. L'augmentation, le taux de croissance du capital est supérieur au taux de croissance du travail, et donc l'augmentation du capital est supérieure à la croissance démographique, puisque le taux de croissance du travail, c'est le taux de croissance démographique. Donc, on n'est pas dans la situation où la croissance est équilibrée. On est en train d'expliquer comment la situation va tendre vers une croissance équilibrée. Bien. Donc, le stock de capital par tête augmente, la croissance économique s'accélère. Très bien. Mais, ce mouvement-là n'est pas infini. Pourquoi ce mouvement-là n'est pas infini? Eh bien, précisément parce que l'accumulation du capital est plus rapide que celle du travail et comme on l'a vu à cause de la productivité marginale du capital qui est décroissante, la rentabilité du capital diminue à mesure que le capital augmente plus vite que le travail. Parce qu'on accumule, Jusqu'au moment où la rémunération du capital n'est plus si intéressante. Et c'est une situation dans laquelle, en fait, la croissance du capital, le taux de croissance du capital, va approcher le taux de croissance du travail. L'investissement croît de moins en moins vite puisqu'on accumule de moins en moins de capital étant donné que la rémunération du capital n'est plus si intéressante par rapport à accumuler du travail. On pourrait faire l'argument inverse. Qu'est-ce qui se passe si en fait on était allé trop loin? Si en fait le stock de capital par tête est très fort, donc l'accumulation du capital par rapport à l'accumulation du travail est très fort, on a passé un certain point de richesse par tête et comme on a passé un certain point de capital par tête, eh bien le travail est plus intéressant, car plus productif que le capital. Il est plus intéressant d'augmenter l'embauche d'un individu plutôt que d'augmenter le stock de capital puisque la productivité de l'individu supplémentaire, vu qu'il y a beaucoup de capital par rapport au nombre d'individus, la productivité de l'individu supplémentaire est supérieure à la productivité de garder le même nombre d'individus mais d'augmenter le capital, c'est-à-dire supérieure à la productivité marginale du capital. Et donc dans ce cas-là, c'est le taux de croissance du travail qui serait supérieur au taux de croissance
du capital. Et ça amène quoi? Ça amène à une baisse du capital par tête, d'accord? Jusqu'au moment où, donc on va continuer à accumuler des travailleurs et baisser l'investissement pour arrêter l'accumulation du capital ou ralentir l'accumulation du capital. Ça va baisser le capital par tête, c'est-à-dire la quantité de capital par rapport au nombre de travailleurs, jusqu'au moment où la productivité du travail approche la productivité du capital. Et donc dans ce cas-là, la rémunération du travail et celle du capital étant identiques, on accumulera du capital au même rythme que le travail. Et ce rythme, c'est le taux de croissance démographique de la population, puisque ça c'est égal à ça, et ça, le taux de croissance du travail, c'est égal à le taux de croissance démographique, eh bien l'économie croît au taux naturel n. Et c'est ça la croissance équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des forces de marché qui font que quand le capital par tête est faible, on va accumuler du capital par tête parce que sa rentabilité et sa productivité est supérieure à celle du travail, jusqu'au moment où il n'est plus intéressant d'accumuler plus vite le capital, et donc jusqu'au moment où le capital par tête ne s'accumule plus. Quand le taux de croissance du capital par tête est de 0, ça veut dire que le taux de croissance du capital est égal au taux de croissance des têtes, c'est-à-dire au taux de croissance de la force de travail. Et là, c'est la croissance équilibrée. Et donc, on va montrer dans la vidéo prochaine pourquoi est-ce que si vous avez un taux de croissance du capital et du travail qui est identique, eh bien le taux de croissance de l'économie, du produit potentiel, sera la même.